Bonjour, je suis Zineb Chahdi-Louazani, je suis psychologue clinicien, psychothérapeute. Je suis intégrée à l'Institut national d'oncologie depuis presque 4 ans. Je travaille actuellement en soins palliatifs. Alors, merci Monsieur le Président, honorable assistance de m'avoir invité dans cette 8e journée scientifique d'infirmiers. Alors, effectivement, c'était le titre de cette 8e journée qui m'a poussée effectivement de participer parce que ça m'a suscité une certaine réflexion. C'était l'occasion pour expliquer le rôle, la place du psychologue clinicien, la problématique de l'interdisciplinarité dans une institution d'oncologie. Alors, je vais commencer d'abord par l'historique de la psycho-oncologie. Après, je vais enchaîner par rapport à la définition du psychologue clinicien, du psycho-oncologue, les missions de psycho-oncologue, les objectifs et la place du psychologue dans l'interdisciplinarité et la problématique éthique qui s'impose. Et par la suite, je parlerai aussi de l'épuisement professionnel chez les infirmiers. Alors, je vais vous montrer aussi les statistiques présentées au Maroc et plus spécifiquement à l'INO. Et après, je vais partager avec vous, chère audience, les recommandations possibles pour faire face à cette problématique et pour résoudre cette problématique et faire avancer aussi les soins infirmiers en avant. Alors, la psycho-oncologie est une discipline internationale en plein développement et qui s'est enrichie de l'expérience acquise à travers une diversité de pratiques et d'approches théoriques permettant d'apporter plusieurs modalités de réponse à la complexité des situations en cancérologie. Alors, plusieurs diversités de pratiques, d'approches théoriques, parce qu'il y a une certaine, c'est-à-dire la diversité théorique, parce qu'il y a des psychologues qui ont des cadres de référence de base psychanalytique, il y a des cadres de référence thérapie cognitivo-comportementale, des psychologues aussi qui ont un cadre de référence d'apprentissage et social. Alors, son apparition au milieu des années 70 a été rendue possible par la réunion des facteurs suivants. L'évolution des mentalités au sujet de cancer. C'est-à-dire, très longtemps, le cancer a été associé ou chargé par la culpabilité et du honte. Et toujours, jusqu'à maintenant, on a cette problématique que le cancer est associé à une maladie qui est mortelle et incurable. Alors, l'évolution des pratiques en soins infirmiers, que ce soit en soins médicaux, que ce soit autres, ils ont permis d'associer ou désassocier la connotation de cette crainte liée au cancer et on permet, c'est-à-dire de parler de cancer hors du communauté médicale. La reconnaissance des droits des patients et de leurs proches, elle a été motivée par les mouvements et la pression des mouvements associatifs. L'intégration progressive des consultations de psychiatrie et de psychologie au service de médecine, l'avancée des corpus théoriques et des méthodes de recherche en sciences humaines, communication et des publications. Alors, à travers ces différentes étapes, la psycho-oncologie a gagné en assise scientifique et sociétale pour se poser comme un incontournable dans la réflexion des politiques de santé. Alors, qu'est-ce que c'est que la psycho-oncologie? Se définit selon Jimmy Holland et Resnick, 2002, psychiatre américaine, qui a forgé ce terme autour des 2 versions suivantes. Psychosocial, avec un intérêt pour les réactions psychologiques et émotionnelles des patients atteints de cancer, à tous les stades de la maladie comme de leur famille et des équipes soignantes. La psychobiologique, avec un intérêt pour les facteurs comportementaux et sociaux qui influencent les pratiques de cancer et de sa prévention.
L'objectif de la psycho-oncologie, c'est en fait intégrer la dimension psychosociale aux soins dispensés en cancérologie au cours de chaque processus de la prise en charge, quelle que soit l'issue, que ce soit rémission, guérison, récidive ou fin de vie, impliquer tous les acteurs dans cette dimension, médecins, soignants et travailleurs sociaux auxquels les psychiatres et les psychologues cliniciens peuvent apporter la spécificité de leurs compétences cliniques et thérapeutiques. Psycho-oncologues sont des acteurs de cette discipline. Avec ce terme, une certaine confusion est maintenue. Est-ce que ce sont des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes, des infirmiers ayant reçu une formation ou une sensibilisation à la dimension psychique de la maladie, voire des bénévoles intervenant dans l'écoute des patients hospitalisés? Cette confusion a engendré chez les psychiatres ou les psychologues cliniciens une obligation pour ceux à qui ils s'adressent, que ce soit patients, infirmiers, soignants ou médecins, la spécificité de sa formation, que ce soit psychiatrique ou psychopathologique, et par conséquent, il maintient la ségrégation du psy pour maladies cancéreuses uniquement. Par contre, le psychologue clinicien, c'est un professionnel qui intervient dans tous les domaines, que ce soit cancer ou la psychiatrie ou autre. Qu'est-ce que c'est qu'un psychologue clinicien? C'est un professionnel qui a suivi au moins 5 ans de formation universitaire de psychologie sanctionnée par un master professionnel, ancien du SS, diplôme d'études supérieures spécialisées de psychopathologie clinique. Il est spécialisé dans la connaissance du fonctionnement du psychisme, des difficultés personnelles et relationnelles des enfants, adolescents et adultes. Le psychologue peut utiliser pour soigner des techniques psychothérapeutiques. Dans ce cas, ça nécessite une formation complémentaire dans l'utilisation de certaines techniques thérapeutiques. Qu'en est-il au Maroc? À l'intérieur du milieu de l'institution hospitalière, englobant les spécialistes et les équipes soignantes, on parle ici de l'oncologie, on pourrait presque dire que les psychologues ont trouvé plus ou moins leur place. Leur présence est inscrite dans le plan national de prévention et de contrôle du cancer, volume 4, offre des soins et des services, parmi les autres professions intervenant en cancérologie. Alors l'existant, on a 2 psychologues à Lino, Rabat, 2 psychologues au CHOP, hôpital d'enfants à Rabat, une psychologue à Casa, une psychologue à Fès, un psychologue à Marrakech. Qu'en est-il de la place et du rôle du psychologue clinicien en cancérologie? La multiplication des spécialisations en psychologie, l'interdisciplinarité et l'éthique, la diversité des orientations théoriques et des pratiques de terrain rendent la spécificité de la spécialisation professionnelle des psychologues difficilement perceptible. Quel est l'enjeu de leur présence en cancéro? Que peut-on attendre de ces professionnels? Sur quoi l'acte clinique se font-ils? Mission de psychologue clinicien en cancérologie, il peut être décliné autour de 4 axes. La fonction clinique de soins, qu'elle est même associée le dépistage des troubles, leur prévention quand celle-ci est possible, et la prise en charge clinique. La fonction vis-à-vis du groupe de soignants et de l'institution, la fonction d'enseignement, plus largement transmission des compétences, et la fonction de recherche. Quelle est la place du psychologue clinicien en cancérologie, mais vis-à-vis de l'équipe soignante? Dans le champ de cancérologie, la place prise par les psychologues est désormais reconnue à travers ses fonctions et spécificités. Alors, cette une place est considérée tant dans la prise en charge psychologique des patients et de leurs familles. Elle est aussi considérée tant dans l'aide apportée aux équipes soignantes par l'éclairage du fonctionnement psychique des sujets et des enjeux familiaux mobilisés ou réactivés par la survenue de cancer. Alors, cette intégration des psychologues au parcours de soins du patient en cancérologie permet une meilleure prise en charge interdisciplinaire. Restituer l'évaluation en psychologie, c'est une question éthique. Alors, le psychologue clinicien assure en premier lieu une fonction clinique de soins, dépistage, prévention des troubles que peuvent présenter les sujets atteints de cancer et leurs proches. Le psychologue doit expliquer ses méthodes pour aider les soignants à formuler des demandes qui puissent trouver la réponse adaptée. Cette restitution constitue le principe central dans le champ de la pratique interdisciplinaire, où le psychologue travaille en interaction constante avec le patient et le soignant qui l'entoure. Le psychologue est une sorte de garant d'un espace éthique
au cours de soins hospitaliers, mais cela ne le soustrait pas à des questions éthiques, inhérentes à sa pratique dans ce cadre particulier et qui questionnent parfois ses principes déontologiques, ce qui nous mène à la problématique du secret professionnel. Alors, le secret professionnel questionné par la pratique de liaison dans le champ de l'interdisciplinarité, la nécessité de restituer certains éléments cliniques vient interroger la question du secret professionnel et du partage de celui-ci dans un cadre médical. Alors, interrogation qui est complexifiée par la restitution non seulement orale, mais aussi parfois écrite, de certains éléments dans le dossier médical du patient, qui est accessible aux soignants et aussi aux patients, là du transfert de dossier médical entre les CHU dans le cas de RAMED. Selon le code de déontologie, le psychologue, qu'on est-il lié à une institution, ne modifie pas ses devoirs professionnels, en particulier ses obligations concernant le secret professionnel. Le psychologue peut, ou non, de sa déontologie propre, se prévaloir du droit de refuser de transmettre toutes les informations recueillies lors de l'entretien avec le patient, ou tout de moins de choisir le mode de transmission lui semblant le plus en harmonie avec ses principes déontologiques. Pour remplir cette mission dans le cadre hospitalier, il semble important que le psychologue transmette un certain nombre d'éléments issus de sa pratique. Transmettre un certain nombre de manière à éclairer les autres soignants sur les enjeux psychiques du patient. Le psychologue doit définir un mode de transmission de certaines informations recueillies dans le but d'améliorer la prise en charge du patient et favoriser une meilleure compréhension de celui-ci par les soignants qui pourront mieux appréhender des comportements nécessitant une adaptation des soins. Dans le cas aussi de, par exemple, les patients qui refusent, par exemple, certains examens médicaux, et tout à fait, il peut être lié à une problématique psychopathologique telle que la claustrophobie, la cancérophobie, une certaine agressivité aussi vis-à-vis du soignant, par exemple, il peut être lié à des éléments inhérents de la vie antérieure du patient. Alors, la triangulation du rôle de psychologue pour dépasser la fusion N de la relation soignant-soigné. Les interventions psychologiques souhaitées par les équipes soignantes concernent souvent le comportement des malades. C'est-à-dire, un tel est agressif, il nous renvoie à notre propre agressivité thérapeutique. Tel autre est déprimé, il pleure et il exprime là notre propre désespoir devant l'irréversibilité de ses symptômes. Celui-ci se replie dans un mutisme insupportable. Pourquoi ne nous dit-il rien? Ce dernier souhaite un soutien qui nous dépasse. Nous ne sommes pas psychologues comme vous. Toutes ces demandes ont une double face. À chaque remarque sur la souffrance du patient répond en écho la souffrance du soignant. La triangulation évidente offerte par le psychologue limite la fusion avec ce malade régressé comme un bébé, ou le rejet et la haine de cet autre miroir de nos atteintes narcissiques. C'est à partir de ce moment-là que certains soignants peuvent, c'est-à-dire développer un des signes du syndrome d'épuisement professionnel. On va l'expliquer. L'épuisement professionnel ou burn-out a fait l'objet de nombreuses études, surtout auprès de professionnels de la santé. Ce syndrome comprend 3 dimensions. L'épuisement émotionnel, se traduisant par la fatigue, le sentiment de vide intérieur. La dépersonnalisation se traduit par l'indifférence, voire l'hostilité envers les patients, et le sentiment d'incompétence et de dépréciation professionnelle. Les statistiques au Maroc, une recherche réalisée par 3 psychiatres marocains dans 5 services hospitaliers du Maroc, oncologie, hématologie, réanimation brûlée, maladies infectieuses, sida, a mis en évidence auprès des soignants les faits suivants. 60% des soignants obtiennent un score élevé pour l'épuisement émotionnel et pour la dépersonnalisation, dont un score également élevé de détresse psychologique. C'est élevé que 59% seraient classés comme cas pathologiques, médecins et infirmières étant à égalité. Les causes engendrant du stress seraient liées tout d'abord à la charge physique citée par 63% des personnes, le type des maladies citées par 42% des personnes et les facteurs, que ce soit organisation 40%, ambiance dans le travail 33%, manque d'appréciation par les supérieurs 23%. Une autre étude effectuée par un psychologue de travail
dans le cadre de projets de fin d'études qui s'appelle Nassef Abdelrazak. Et c'est un diplômé de la faculté de lettres sciences humaines Rabat. Elle a effectué une certaine recherche basée sur un échantillon constitué de 70 infirmiers de l'INO, 53% infirmières et 45% infirmiers. 63,72% de l'échantillon global a une perception négative vis-à-vis du climat psychologique de travail. 70% des infirmiers obtiennent un score élevé de l'épuisement émotionnel. 67% des infirmiers obtiennent un score élevé de la déshumanisation ou la dépersonnalisation. Et 52% des infirmiers obtiennent un score bas concernant de l'accomplissement personnel, c'est-à-dire, heureusement, ces cadres infirmiers ne ressentent pas et n'ont pas cette problématique de l'échec professionnel. Alors, la place du psychologue dans l'institution est un médiateur. Triangulaire tierce, place fondamentale qui permet de dépasser la diade fermée entre soignants et soignés. La reconnaissance des signes de ce qu'on appelle aujourd'hui syndrome d'épuisement professionnel permet lors des réunions d'équipe soignante d'évoquer des changements nécessaires pour limiter la charge psychique délétérée qui découle forcément de ce rapport permanent à la souffrance. Alors je laisse, cher auditoire, c'est-à-dire de discuter sur les recommandations, les solutions possibles pour faire face à ce syndrome d'épuisement professionnel qui est vraiment un fait et c'est un existant, justement pour faire évoluer les soins infirmiers en avant et pour travailler en bonne interdisciplinarité. Merci. Thank you.